Giroflées, verles, valériane et bruyère, dans les chemins, les prairies et les jardins, des plantes parfois modestes, parfois exubérantes, et qui ne demandent qu'à mieux se faire connaître avec leurs qualités et leurs dangers. Avez-vous déjà visité un monastère ? On vous a probablement conduit dans ce petit enclos où se perpétue la culture des plantes médicinales, mais aussi culinaires, un espace parfois appelé le coin des simples. Mais les moines ne furent pas les premiers à rechercher dans les plantes le moyen de soigner leurs contemporains. Toutes les civilisations, grecques, chinoises, égyptiennes ou autres, ont fait de même, et cette tradition s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Ainsi, Alain Tardif, naturopathe, a créé l'Académie européenne des médecines naturelles en 1998. Il est venu présenter à Sorbier les multiples aspects de la phytothérapie. Donc ça fait longtemps que j'enseigne et on va dire que l'Académie européenne des médecines naturelles est une école qui a une bonne réputation et qui forme des élèves un peu partout en France. Mais bon, j'avais déjà créé mon enseignement en 98 et après j'ai créé vraiment cette école de naturopathie pour vraiment professionnaliser l'enseignement de mon école. Une question posée à Alain Tardif. Quelles sont les personnes qui ont recours à la phytothérapie ? Des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes ? Quelques éléments de réponse. Alors, c'est surtout des femmes plus que des hommes. La population de personnes qui veulent utiliser des méthodes naturelles de soins. Alors, il y a aussi bien des personnes âgées, effectivement, et des femmes plus jeunes, des jeunes mamans, alors, c'est souvent des personnes qui ont un certain niveau d'études, on va dire. Surtout des femmes. Les hommes, en général, ils sont amenés par les femmes. Une fois que la femme a pris les produits, des produits à base de plantes et a vu les effets de ces produits-là, en général, après, l'homme vient pour également utiliser des produits à base de plantes. Et oui, on va dire qu'il y a peut-être 80% de femmes et 20% d'hommes qui viennent nous voir. Et qu'en est-il de la naturopathie vis-à-vis de l'allopathie, en d'autres termes, de la médecine naturelle vis-à-vis de la médecine qualifiée de conventionnelle par certains ou de rationnelle par d'autres ? En France, il y a une coexistence pacifique, relativement pacifique, mais c'est une simple coexistence, il n'y a pas beaucoup de collaboration. Or, les plantes ont beaucoup de propriétés physiologiques qui aident à rééquilibrer justement par rapport à des déséquilibres physiologiques. La France, contrairement à ses voisins européens, n'a plus de profession d'herboriste en tant que telle, en dehors des pharmacies, et cela depuis 1941, une exception qui subsiste à ce jour. Pour commencer la conférence, une courte introduction par Gilbert Herlot, président de l'association APPH. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Alain Tardif, naturopathe, qui veut bien nous en raconter une histoire. J'allais dire qu'il illustrera de quelques secrets de cette médecine, mais par contre, il n'aura pas des images. Pas d'images. Un incident technique que la médecine alternative ou non se révèle bien incapable de soigner. À chacun son métier. Et heureusement, la caméra n'a rien manqué de la soirée. Je vais vous faire un exposé sur les plantes médicinales, ce qu'on appelle la phytothérapie, qui effectivement est une science plurimillénaire, et même encore plus que ça, puisqu'imaginez-vous que le chimpanzé a une pharmacopée de plus de 60 ans. Le gui, plus qu'un symbole de bonheur, et sans en consommer les baies dont se nourrissent nos amis les oiseaux. Comme plante hypotensive, diurétique, et comme plante dite de longue vie, immunostimulante,
Le millepertuis, avec son feuillage qui se couvre de jaune au mois de juin. Une plante contre le stress, l'anxiété, la dépression. On l'appelle l'herbe de la Saint-Jean, hein, parce qu'autrefois, on ramassait le millepertuis qui fleurissait et qui fleurit beaucoup à la fin du mois de juin. Hein, eh bien, on allait brûler du millepertuis dans ces feuilles de la Saint-Jean et le lendemain, les cendres étaient récupérées. Les plantes sont commercialisées de nos jours sous diverses formes, à la préparation parfois complexe. Maintenant, les plantes, on peut les trouver en gélules, donc réduites en poudre micronisée. On peut les trouver en ampoule, on peut les trouver en macération, en extrait de plantes fraîches, en gélules de plantes cryo-broyées. Alors là, c'est de la haute technologie. Atchoum, eh oui, c'est le retour du rhume des foies. Le plantain, là, c'est le moment de commencer à l'employer parce que le plantain est utile dans les allergies respiratoires et notamment contre le rhume des foins. Dedans, vous avez un principe actif qui s'appelle l'eau-cubine. L'eau-cubine, voilà ce que la nature a préparé pour nous soigner en combinant savamment oxygène et hydrogène. La spirule odorante contre le stress et le mélilo pour soigner la digestion. Des plantes à utiliser sèches et non humides, non sans quelques précautions d'emploi, mais est-ce pire que les innombrables listes de contre-indications et d'effets secondaires égrenées sur la majorité des notices de non-médicaments? La spirule odorante, il faut la sécher, d'ailleurs elle développe son arôme au séchage. Je précise, parce que si le mélilo sèche au contact du chaud humide, on va avoir ce qu'on appelle du foin humide. Et le foin humide de mélilo va être trop fluidifiant du sang. Les hétérosides, encore un peu de chimie pour bien comprendre avec la partie glucidique et la partie génine de ces composés. Dans l'eau chaude, l'hétéroside va se séparer, la partie glucidique et la partie génine vont se séparer, donc il y aura une dissolution de cette hétéroside dans l'eau chaude. Ces deux parties vont se séparer et la génine va être encore plus active. Une branche voisine de la naturothérapie, l'aromathérapie, les huiles essentielles et leur usage. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour suivre des cours d'aromathérapie, et uniquement d'aromathérapie. On trouve déjà une référence à la gémothérapie, sans encore une utilisation de ce terme, dans l'œuvre de sainte Hildegarde. Hein, la gémothérapie, ce sont les extraits de bourgeon. Alors le bourgeon, c'est absolument génial. Il contient un tissu embryonnaire qui a les qualités du tissu embryonnaire du tout départ, de la graine qui germe. Un coup de blues, le moral dans les chaussettes, c'est peut-être le moment de penser au figuier. C'est un régulateur du système nerveux central. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant pour remonter un peu le moral des troupes. Et puis le figuier, c'est aussi un régulateur de l'appétit. Donc il est particulièrement intéressant pour les gens qui ont des troubles de l'appétit. Posologie des produits en gémothérapie. Traitement d'entretien ou traitement d'attaque, avec en plus le plaisir de les consommer. En dose entretien, ce sera plutôt 10-15 gouttes, et puis en dose d'attaque, ça peut aller jusqu'à 20 gouttes. Un goût agréable et une action anti-inflammatoire, bien des qualités pour le cassis. Le cassis, lui, par contre, c'est un merveilleux anti-inflammatoire, parce qu'il va stimuler la production de cortisol. Par les glandes surrénales. Alors, l'intérêt, c'est que le cortisol, c'est l'hormone anti-inflammatoire par excellence. Utilisé en boisson apéritive ou pour le traitement du cholestérol, la gentiane. Explication. Oui, alors la gentiane, elle est très intéressante parce qu'elle va agir sur la vésicule biliaire et sur le foie. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que comment les sels biliaires sont-ils fabriqués? Ils sont fabriqués à partir du cholestérol. Donc en fait, avec la gentiane, on va favoriser la transformation du cholestérol en sels biliaires. Et donc,
vase communicant, si on utilise le cholestérol, eh ben, il va diminuer son taux, tout simplement. Infusion ou décoction, voici la règle à suivre pour une extraction adaptée. Les parties dures de plantes, il faut les faire en décoction pour que l'extraction des principes actifs soit efficace. Si vous mettez, vous faites bouillir de l'eau, vous coupez le feu et vous mettez le feu de romarin par-dessus ou le tilleul par-dessus, vous n'allez pas extraire grand-chose. Il faut vraiment faire des décoctions. Par contre, pour les plantes, les parties molles de plantes, les fleurs, par exemple la mauve ou la guimauve, ou les pétales de coquelicot, ou de rose, ou même la verveine, la feuille de verveine, de menthe ou de mélisse, ça infuse très bien. Un chapitre sur le conditionnement des produits. Et qu'en est-il des gélules, une présentation assez répandue? Il y a une diversité de qualité dans les gélules, c'est pas toujours top. Bon, des plantes en gélules bio de préférence, comme ça on limite les risques de plantes de mauvaise qualité. Et puis il y a le problème de l'enveloppe de la gélule aussi. Tout le monde ne la tolère pas, l'enveloppe. Il y a 3 types d'enveloppes. Vous avez des enveloppes à base de gélatine animale. Et là, bon, il y a eu des gens qui avaient peur de ça à l'époque de la vache folle. Et puis vous avez des gens, par exemple les juifs orthodoxes, ils ne vont pas vouloir parce que ça peut être des gélatines de porc. Bon, donc ils ne vont pas le prendre. Et puis vous avez la gélatine marine. Et alors là, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des gens qui sont allergiques aux produits de la mer, qui peuvent avoir des œdèmes de Quincke avec ça, y compris avec les gélules d'origine marine. Vous avez des gélules à base de cellulose végétale, qui sont souvent blanchies au chlore. Donc là, c'est pas terrible non plus, et ça peut être irritant. Autre mode de conditionnement. À préparer dans l'alcool avec une longue macération et à stocker à l'abri de la lumière. Des idées reçues sur leur durée de conservation. Les teintures mères. Alors la teinture mère, ça c'est tout à fait intéressant. Ouais, ça c'est très bien. Alors, si on stocke à l'abri de la lumière et de la chaleur, il n'y a aucun problème. Pourquoi une vieille poire qui aurait 60 ans d'âge serait bonne, et pourquoi une teinture mère de cassis serait plus bonne au bout de 3 ans? Bon, ça n'a pas de sens. La phytothérapie n'oublie pas les champignons dans sa pharmacopée. On peut tirer des champignons un certain nombre de préparations médicinales. J'ai écrit d'ailleurs un gros pavé, un gros traité de mycothérapie où je cite près d'une centaine d'espèces de champignons. Contrastant avec les huiles essentielles, l'homéopathie et les hydrolats font appel à des produits fortement dilués, économiques mais à la conservation limitée. Dont je n'ai pas parlé, qui est produite en même temps que les huiles essentielles, c'est l'hydrolat-thérapie. La plante qu'on distille en hydrolat, le rendement est le même. Ça sera 1 kg de plante donnera 1 litre d'hydrolat à peu près. Mais le problème, c'est le hic. Ça ne conserve pas très bien. Voilà. Des lecteurs, ou surtout des lectrices, se préparent à parfaire leurs connaissances. Il reste à poser encore une question à Alain Tardif dans la fraîcheur de la nuit. Qu'en est-il de la beauté? Les plantes sont souvent utilisées en cosmétologie. On parle par exemple du calendula, l'huile de calendula pour la peau par exemple, ou alors la capucine qui va embellir la chevelure. Voilà, donc il y a effectivement un certain nombre de plantes utilisées pour la beauté.